Les histoires incroyables de Pierre Bellemare. En ce jour sombre de novembre 1948, perché au sommet de la tour de contrôle de la base aérienne de Thorney Island en Grande-Bretagne, le lieutenant Eddie Clark observe l'avion qui s'ébranle sur le tarmac. Bien qu'on le qualifie de bombardier léger, ce vieux bimoteur Vickers-Armstrong de la Royal Air Force n'en pèse pas moins de 17 tonnes et nécessite habituellement 2 officiers pilotes pour le maintenir en vol. Après avoir parcouru une centaine de mètres, l'avion vire brusquement et s'engage sur le bout de la piste. Le visage de Clark s'assombrit. Il consulte sa montre, puis la liste des mouvements d'appareil prévus pour l'après-midi. 16h03, aucun décollage n'est programmé avant 20 minutes. L'avion s'immobilise, ses moteurs s'emballent, les hélices vrombissent, la carlingue est secouée de tremblements. Mais checklist, constate Clark avec inquiétude. Le lieutenant s'empare d'une paire de jumelles, vérifie le numéro d'immatriculation de l'appareil et hurle dans la radio « Tour de contrôle pour Alpha Tango, vous n'avez pas l'autorisation de décoller, coupez les gaz et regagnez le tarmac !» À la stupeur du contrôleur, le pilote relâche brutalement les freins et lance le bombardier à pleine vitesse. Clark s'égosille. Contrôle pour Alpha Tango, décollage refusé, je répète, décollage refusé. L'avion s'arrache de la piste, prend péniblement de l'altitude, vire sur l'aile et effectue un virage à 180 degrés. Contrôle pour Alpha Tango, atterrissage immédiat. Le bombardier survole les hangars, puis une voix teintée d'un fort accent pakistanais grésille joyeusement dans la radio. Alpha Tango au rapport. Le lieutenant s'étrangle dans le micro. « Qu'est-ce que vous foutez là-haut, bon sang? J'ai dit atterrissage immédiat. Vous allez en prendre pour vos galons, croyez-moi !» Un rire en cascade parasite le haut-parleur. « Mais, j'ai pas de galons, mon lieutenant. »« Mais alors qui êtes-vous ?»« Soldat de 2e classe, Vivek Chanda. » Un frisson glacé secoue les épaules du contrôleur. « Chanda? Vivek Chanda? L'homme de piste en charge du carburant ? Mais vous n'êtes pas pilote? Ah, faux, mon lieutenant. Je le suis depuis très précisément 3 minutes et 25 secondes. Depuis quelques minutes, le bombardier virevolte au-dessus de la base de Thorney Island avec aux commandes un rampant, un simple soldat en charge de ravitailler les avions en carburant. C'est proprement inconcevable. Hébété, le lieutenant Clark observe à la jumelle les évolutions pataudes de l'appareil et n'en croit pas ses yeux. Comment Chanda a-t-il réussi à faire décoller le gros bimoteur? Plus incroyable encore, comment parvient-il à le maintenir en vol sans être pilote le moins du monde, alors que 2 aviateurs expérimentés sont habituellement requis pour manœuvrer ce type d'avion? C'est une énigme. Le contrôleur a rétabli le contact radio et s'efforce de recouvrer son calme. « Écoutez, Chanda, j'ignore où et comment vous avez appris à piloter. Nous en parlerons en temps utile. Pour l'instant, prenez de l'altitude, puis posez-vous. » Pourquoi, mon lieutenant? La vue est superbe à 200 pieds. Je pourrais presque vous voir blêmir de rage derrière la vitre de la tour de contrôle. Trêve de plaisanterie. Quelles sont vos intentions? Mais voler, mon lieutenant. Voler, tout simplement. Fendre l'air, voltiger, planer comme un oiseau. Écoutez, la situation est la suivante, Chanda. Vous avez détourné un bombardier de la Royal Air Force. Vous le pilotez sans qualification et vous refusez d'obéir à un officier qui vous intime l'ordre d'atterrir. Nous sommes bien d'accord. Affirmatif. Si vous n'obtempérez pas immédiatement, cette incartade va vous coûter 5 ans de détention en forteresse. Est-ce que vous me suivez toujours? J'aimerais tant vous voir à mon bord, mon lieutenant. Le coucher de soleil sur Londres est une splendeur. Chanda! Oui, mon lieutenant. Est-ce que vous êtes fou? Oui, mon lieutenant, je suis fou, fou de joie de pouvoir enfin piloter un bombardier. Trop, c'est trop. Le lieutenant Clark coupe la radio et téléphone au colonel Whipper, le commandant de la base, pour l'informer de la situation. Quelques minutes plus tard, Whipper et 3 officiers font irruption dans la tour de contrôle. « Faites décoller un chasseur et ramenez à la base cet imbécile !» ordonne le colonel. Missionné, le capitaine Fitzgerald Clark transmet l'ordre
dans la salle des pilotes. Le colonel se tourne ensuite vers son aide de camp. « Quel profil ce Chanda ?» L'officier consulte un dossier militaire. « Voyons, il a 22 ans, il est né à Karachi, il est engagé pour 7 ans depuis 2 mois, intelligence supérieure, très bonne aptitude, aucun antécédent psychiatrique. C'est un rampant, affecté à la piste. » Whipper fait la moue. « Rien d'autre ?»« Si, mon colonel. Il est mentionné ici que Chanda est en possession d'une licence de pilote civil. » Whipper s'effondre sur une chaise. « Je capte, poursuivez. Il a fait une demande d'admission dans une école d'élèves officiers pour devenir pilote. Nous y voilà. Et alors ? Refusé. A échoué au test. Acuité visuelle trop faible. Tout s'explique. Chanda ira jusqu'au bout, gémit le colonel. Alors que la nuit tombe sur la banlieue de Londres, le capitaine Fitzgerald décolle à bord d'un Spitfire, un chasseur monomoteur. Il repère sans difficulté le bombardier, prend de l'altitude et plonge vers lui en piqué. Parvenu à sa hauteur, il se rétablit, réduit les gaz et bat des ailes, ordonnant ainsi au pilote de le suivre pour un atterrissage d'urgence. Chanda feint d'obéir, puis vire sur l'aile brutalement et prend un cap plein sud. « Fitzgerald pour le colonel Whipper. J'écoute. Chanda prend la fuite vers Brighton. Vous le connaissez. Alors établissez un contact radio et essayez de raisonner. S'il s'entête, descendez-le au-dessus de la Manche. » Mal compris, répétez. « J'ai dit de le descendre s'il franchit les côtes, » hurle le colonel. « Suis-je assez clair ?» Les avions volent dans la nuit à 400 km/h. Le Spitfire se maintenant au-dessus du bombardier, légèrement en retrait. Fitzgerald actionne sa radio de bord. « Capitaine Fitzgerald pour Chanda. Je suis sur toi à 30 pieds. Tu me reçois ? 9 sur 10. Félicitations, mon gars. Je t'ai vu décoller tout à l'heure. C'était propre, élégant, parfait. Tu as tiré sur le manche en souplesse, sans à-coups. » Dans le cockpit du Vickers, une bouffée de bonheur submerge le jeune soldat. Il se rengorge. « C'est vrai, mon capitaine, vous m'avez vu ? J'étais au mess avec les pilotes. Et crois-moi, tu nous as tous bluffés. » Une joie enfantine enflamme le pilote rebelle. Du feu coule dans ses veines. Il exulte, se tortille sur son siège, se frappe le torse, rit, pleure en même temps. « Alors vous êtes prêt à témoigner que je suis un bon pilote ? » « Affirmatif, Chanda. Tu es très doué. Et vous me ferez rentrer à l'école des officiers pilotes. » La radio crachote. « Mon capitaine, oui. Pourquoi vous ne répondez pas ? Tu pourrais être navigateur ou mitrailleur. Tu pourrais voler tout ton sou si tu rentrais maintenant à la base. Vous voulez dire que je ne serai jamais pilote, c'est bien ça ? Confirmez, mon capitaine. » Les avions à ce moment-là survolent les dernières lumières de Brighton et les pilotes aperçoivent déjà au bout de l'horizon celle de Dunkerque et de Calais. Une étroite zone d'un noir d'encre s'étend entre les deux bouquets de lumière. C'est la Manche. Dans moins de 5 minutes, le bras de mer sera franchi. Le capitaine Fitzgerald cesse de tapoter ses commandes et déverrouille le camp de sécurité de sa mitrailleuse. Il respire profondément et reprend la conversation interrompue. « Écoute, Chanda, je vais jouer carte sur table avec toi parce que tu le mérites. Je parle d'homme à homme, de pilote à pilote. Si tu ne prends pas cap plein nord immédiatement, je vais devoir t'abattre. Ordre du colonel. » La voix brisée de Vivek Chanda s'étouffe dans un sanglot. « Vous ne parlez pas de pilote à pilote, mon capitaine, mais de pilote à rampant. Et ce sera toujours comme ça. Adieu, mon capitaine. » La communication radio s'interrompt brutalement et les feux de position du bombardier s'éteignent. Quand la mitrailleuse du Spitfire crépite, le Vickers s'est déjà évanoui dans la nuit. Le capitaine Fitzgerald survole la Manche sans succès pendant une demi-heure et puis il regagne sa base. Le lendemain, des recherches approfondies sont menées conjointement par les forces aériennes britanniques et françaises. En vain. On n'a jamais retrouvé l'épave du bombardier. On n'a jamais retrouvé la moindre trace de Vivek Chanda, celui qui rêvait de s'enivrer de liberté aux commandes d'un avion
celui qui aspirait à fendre l'air, à voltiger, à planer sans fin, comme un oiseau. Pierre Bellemare, les histoires incroyables. Les histoires incroyables de Pierre Bellemare. Les cheveux ruisselants de sueur sous son casque en cuir bouilli, les lèvres blanchies par l'effort, le caporal Pinter hurle à travers la fumée. Mon capitaine, par ce soupirage, je peux atteindre l'intérieur de l'église et noyer le brasier à la base. Surtout n'y allez pas, Harry, c'est beaucoup trop risqué, hurle l'officier qui commande la brigade. Alors que le caporal Pinter s'apprête à bondir dans les flammes en dépit de l'ordre de son supérieur, le toit de l'église s'effondre dans un fracas épouvantable. Les travaux de déblaiement commencent 4 mois après l'incendie. De l'église Sainte-Anne, un affreux bâtiment construit à Londres au XIXe siècle, il ne reste que ruines et poutres noircies. Tandis qu'un bulldozer et une pelle mécanique s'activent dans les gravats, les badauds du quartier échangent leurs impressions. Quel genre d'église vont-ils construire ? Demande une bigote à la cantonade. Une église moderne, à ce qu'il paraît, tout en béton, répond un Indien en turban. Alors, même en béton, ça sans doute moins moche que l'ancienne, acquiesce la bigote, en ne perdant rien du spectacle. Soudain, ses yeux s'arrondissent. Elle frémit d'horreur et pousse un cri. Un squelette est accroché dans les griffes d'acier de la pelleteuse. Alors la police est aussitôt prévenue. Le surintendant Carliff ordonne au conducteur d'engin de poursuivre avec précaution le déblaiement des ruines dans le cas où d'autres squelettes se trouveraient enfouis. Car depuis 20 ans, plus personne n'a été enterré dans le cimetière qui jouxte l'église. Judicieuse intuition. En fin d'après-midi, un deuxième squelette est déterré. Le lendemain, les médecins légistes font leur rapport. Les 2 squelettes sont ceux de femmes victimes d'étranglement et enterrées dans le sous-sol de l'église quelques années avant l'incendie. Carliff commence son enquête criminelle en interrogeant les pompiers qui ont combattu l'incendie. Caporal Pinter, vous avez divorcé, je crois. Oui, monsieur. Il y a combien de temps ? 2 ans et demi. Eh bien, caporal, nous avons retrouvé votre ex-femme. Devant l'ébahissement du pompier, le surintendant s'explique. Le premier squelette qui a été découvert dans les ruines de l'église portait encore une alliance au doigt avec un nom gravé à l'intérieur, Rachel Pinter. Je vous demanderai donc d'aller reconnaître ce qui reste de ses vêtements et de confirmer son identité. Les traits du visage décomposé, Pinter tourne les talons. Carliff l'interpelle à nouveau. « N'êtes-vous pas étonné que le corps de Rachel ait été retrouvé à cet endroit ?» Pinter bafouille. « Si, évidemment, c'est inexplicable. Une autre chose m'étonne. Comment se fait-il que votre ex-épouse portait encore son alliance alors que vous étiez divorcés ? Ma belle-sœur m'a dit que Rachel avait disparu quelques jours seulement après notre divorce. Et à votre avis, elle aurait décidé de conserver son alliance, demande le policier. Pinter hausse les épaules en signe d'impuissance. Je l'ignore, monsieur. Bien. Pendant que vous serez à la morgue, jetez un coup d'œil sur le deuxième squelette. Il porte lui aussi des morceaux de vêtements. Peut-être serez-vous en mesure de l'identifier. Le surintendant s'est renseigné. Pinter, le timide et courageux caporal des pompiers, est bien noté par ses supérieurs, apprécié de ses amis et couvert d'éloges par ses voisins. 2 heures plus tard, le policier perquisitionne l'appartement de l'ex-madame Rachel Pinter. Hormis sa sœur, qui vient de temps en temps faire le ménage, le logement est resté inhabité depuis la disparition de son occupante. Après avoir fouillé les meubles, le surintendant bute sur la serrure d'un petit secrétaire. Il fait appel à un serrurier pour en venir à bout. Le secrétaire est vide, à l'exception d'une enveloppe cachetée qui porte un nom et une adresse. Jennifer Wyde, 18 Bradford Street. L'inspecteur tourne et retourne l'enveloppe entre ses doigts. Elle n'est pas timbrée,
ne porte pas de mention d'expéditeur. Carliff la décachette et lit ce qui ressemble à un début de lettre. L'ex-madame Rachel Pinter reproche à Jennifer Wyde d'avoir brisé son ménage. Sans s'accorder de délai, le policier se rend à l'adresse indiquée sur l'enveloppe. Mademoiselle Wyde n'habite plus ici, ronchonne la concierge. Mais depuis quand? Eh bien, bientôt 2 ans. Avez-vous sa nouvelle adresse? Insiste Carliff. Personne ne l'a. Et pourquoi? Elle n'a pas de famille? Mademoiselle Wyde a disparu il y a 2 ans et personne ne l'a plus jamais revue. Après enquête, il s'avère que la famille de Jennifer Wyde a signalé sa disparition le jour même où, à l'autre bout de Londres, on constatait la disparition de Rachel Pinter. Inutile de vous dire que dès cet instant, le pompier devient le suspect numéro 1. Mais un élément majeur demeure inexplicable. Quel était son mobile? Pourquoi Pinter aurait-il étranglé son ex-femme et sa maîtresse quasiment le même jour? Il n'est pas psychopathe ou sadique. Sa vie conjugale, qui a duré une 15aine d'années, le prouve. Par ailleurs, Rachel et Jennifer ne possédaient aucune fortune. Alors pourquoi, une fois son divorce prononcé, Pinter a-t-il tué les 2 femmes plutôt que de se contenter de couler des jours heureux avec sa maîtresse? Le surintendant se rend à la caserne des pompiers pour y interroger le capitaine. Lors de l'incendie de l'église, il y a 2 ans, lui dit ce dernier, Pinter avait été très très courageux. Il s'était même porté volontaire pour se glisser dans les sous-sols de l'église, d'où il aurait pu attaquer le feu à sa base. Je l'en ai empêché, tant cette manœuvre me semblait dangereuse. Mais comment Pinter connaissait-il l'existence de sous-sols, demande l'inspecteur. Ah bah ça, j'en ai aucune idée. Dans l'espoir d'obtenir l'information, le surintendant convoque une nouvelle fois Pinter au commissariat. Le caporal est sur la défensive. Caporal, je voudrais savoir quel événement, enfin, à la suite de quoi, renversé dans son fauteuil, l'inspecteur feint d'éprouver la plus grande difficulté pour formuler sa première question. Bref, je désirerais que vous m'indiquiez, si possible avec précision, les circonstances grâce auxquelles vous étiez devenu un familier des sous-sols de l'église Sainte-Anne. Le visage de Pinter s'éclaire un instant. Il cherche une réponse, la trouve, la retourne dans sa tête. Alors, demande le surintendant. Eh bien, quoi parler, caporal? J'ai aidé autrefois le pasteur. Il m'avait fait visiter l'église de fond en comble. Vers quelle année? Je ne sais plus, j'étais adolescent. Sans doute vers la fin des années 80. Merci, caporal. Excusez-moi, je n'en ai que pour quelques minutes. L'inspecteur quitte son bureau et va tranquillement s'offrir une tasse de thé à la cafétéria. Lorsqu'il revient, il s'adresse au pompier depuis le pas de la porte. « C'est curieux, je viens de joindre le pasteur. Il ne se souvient plus du tout que vous l'ayez assisté autrefois. » Pinter devait craindre cette réponse du pasteur car il a déjà préparé une autre explication. « Oui, je viens d'y réfléchir en votre absence. En fait, à l'époque, je faisais partie de la chorale de l'église. » Le policier se rassoit et ouvre le dossier qui est posé sur son bureau. « Je me suis renseigné. J'ai ici la liste de tous ceux qui ont appartenu à la chorale durant ces 20 dernières années. Votre nom n'y figure pas. J'y vois par contre ceux de votre ex-femme et de votre maîtresse, Jennifer Wyde. C'est très étrange. Vous avez une explication à me donner ?» Pinter, dont le front se couvre de sueur, tente de s'accrocher à la perche que lui tend l'inspecteur. « Ah ben j'y suis maintenant, j'ai découvert l'existence des sous-sols quand je venais chercher Rachel, puis Jennifer à la chorale. » Les répétitions n'avaient donc pas lieu dans la sacristie? Ben oui, en effet, mais par curiosité, nous avions pris l'habitude d'explorer les caves. Le bedeau affirme pourtant que la porte menant au sous-sol était toujours fermée à clé. Cette fois, Pinter courbe l'échine, vaincu. Il comprend qu'il a affaire à plus roué que lui et que ses mensonges ne pourront pas l'innocenter plus longtemps. Il reste muet de longues secondes, et puis dans un souffle, il avoue être l'auteur du double meurtre. « Cessons de jouer au chat et la souris, inspecteur. C'est moi qui les ai tués. » Eh bien, parlez, je vous écoute. La confession de Pinter tient en quelques mots.
2 ans et demi plus tôt, alors que son divorce venait d'être prononcé, il était venu chercher sa maîtresse à la chorale. Son ex-femme se trouvait elle aussi dans la sacristie et l'avait surpris. Après l'avoir entraîné à l'écart, elle l'avait menacé de demander au juge de tripler la pension alimentaire qu'elle avait obtenue. Le ton s'était aigri, la dispute avait rapidement dégénéré. Ivre de rage, le pompier l'avait étranglé. Puis, reprenant ses esprits, il s'était aperçu que, par la porte entr'ouverte, Jennifer Wyde avait assisté à toute la scène. Alors qu'elle prenait déjà la fuite pour aller le dénoncer à la police, Pinter l'avait tué à son tour. Pour dissimuler les cadavres, il ne lui restait plus qu'à trouver les clés qui ouvraient la porte du sous-sol. Plus tard, l'incendie de l'église lui avait fourni une opportunité exceptionnelle pour effacer définitivement la trace du double meurtre. C'est la raison pour laquelle il avait tant insisté auprès du capitaine pour se glisser au sous-sol. Son but n'étant pas, bien entendu, de stopper la progression des flammes, mais de précipiter les corps dans le brasier afin de les rendre à jamais inidentifiables. En refusant que l'un de ces hommes risque sa vie dans une action trop périlleuse, le capitaine avait permis, malgré lui, à la justice de suivre son cours et à 2 victimes innocentes de reposer en paix. Pierre Bellemare, les histoires incroyables. Les histoires incroyables de Pierre Bellemare. La deuxième histoire que voici, mesdames et messieurs, fera sans nul doute passer de délicieux frissons entre les épaules de ceux qui s'émerveillent devant l'inépuisable étendue de nos pouvoirs invisibles. Quant à ceux d'entre vous, gens de peu de foi, qui mettez en doute tout ce qui ressemble à une prédiction, une prophétie, ou encore à la magie des sorts, vous baisserez honteusement l'oreille après avoir écouté ce compte-rendu fidèle. Sandrine et Jean-Luc Brodard vivent au cœur de la civilisation la plus évoluée. La preuve, à 2 pas de chez eux, des usines de verre et d'acier, aux lignes harmonieuses, produisent quelques pièces hors de prix pour la haute horlogerie et quelques innovations de la nanotechnologie pour la conquête spatiale. Summum de raffinement, dans ce lieu idyllique, on concocte l'un des fleurons de la gastronomie internationale, j'ai nommé le fromage de Gruyère. Le seul, le vrai, celui qui, contrairement à une légende tenace, n'a pas de trou dans sa pâte ferme et parfumée. Vous aurez reconnu le canton de Fribourg, en Suisse. Pourtant, dans ce haut lieu de la science et de l'évolution humaine, nous allons côtoyer un mystère insondable. Autant le dire tout de suite, dans le couple Brodard, ça ne va pas très fort. Seulement, Jean-Luc ne s'en aperçoit pas. Il a toujours été conducteur de bus au transport public fribourgeois. Maintenant qu'il a passé les 45 ans, le cheveu devenu rare et le ventre sur les genoux, il ne pense déjà plus qu'à laisser paisiblement s'écouler le temps qui le sépare d'une retraite modeste, certes, mais assurée. Cette simplicité tranquille n'est pas, mais alors pas du tout du goût de Sandrine, la bouillante Sandrine, devrais-je dire. Imaginez-vous qu'à 16 ans, elle a eu envie de fuir l'autorité de son père, Albert Apotheose, douanier helvétique. Guidée par une copine, elle est allée demander conseil à une voyante. Cette femme a posé son imposante poitrine sur la toile cirée de la table de sa cuisine, elle a renversé le marc d'une tasse de café dans une soucoupe et a proféré l'air pénétré « Je vois, je vois ». C'était rassurant déjà. Et que voyait-elle ? Je vois un homme grand, un homme brun, très brun. Je vois des voyages, de grandes distances, de l'argent, beaucoup d'argent. Époustouflant, n'est-ce pas ? Car je vous mets au défi de m'expliquer comment une femme pouvait bien deviner que c'était exactement, mais alors exactement, ce dont rêvait une apprentie coiffeuse de 16 ans pressée de quitter ses parents. Sandrine piaffait d'impatience. « Quand c'est que je le rencontre ?» La précision étant le meilleur moyen de se tromper, la voyante déclara donc « Ça peut se faire très vite, mais ça peut aussi prendre un certain temps. Ton destin est écrit, mais à toi de le réaliser. » Sandrine s'était donc démenée pour croiser dans un minimum de temps un maximum d'hommes grands, bruns et forts. En général, sur la banquette arrière d'une automobile, sur le parking de la patinoire, après un match de hockey sur glace. Résultat, elle se trouvera bientôt dans l'obligation urgente de se dégoter un mari. Parmi les supporters de l'équipe de hockey, Jean-Luc Brodard était le seul disposé à l'épouser. Elle lui mit sérieusement le grappin dessus. D'ailleurs, il était grand, fort, brun et somme toute, il voyageait beaucoup. Enfin,
jusqu'au terminus de sa ligne de bus, d'accord? Mais au bout de l'année, ça lui faisait assez de kilomètres pour correspondre, grosso modo, à la description de la voyante. Bon, la grosse différence avec la prédiction, c'était l'argent. Jean-Luc Brodard n'était pas riche et n'avait pas l'ambition de le devenir. Sa paix lui suffisait. Et lorsque sa fille Audrey est née, 6 mois après son mariage, il a déclaré à Sandrine « Tu n'as qu'à te trouver un boulot et à 2, on lui fera un bel avenir. » Un garçon tout simple, je vous l'ai dit. Et lorsqu'Audrey, à son tour, quitta le domicile parental pour vivre dans un studio avec son petit copain, Jean-Luc statua avec la même évidence tranquille « On n'a plus besoin d'un 4 pièces maintenant. On va prendre plus petit. Et ce qu'on économisera sur le loyer, on le mettra de côté pour offrir à la gamine sa boutique d'esthéticienne avec pose d'ongles américains. » Tout ce que Sandrine n'avait jamais pu obtenir. Autant dire qu'elle l'avait un peu saumâtre, la bouillante Madame Brodard. Car bouillante, elle le restait. Et soudain, cette cocotte minute allait trouver l'occasion de réaliser la destinée exceptionnelle qu'elle avait toujours pensé mériter. Les Brodard avaient quitté la ville basse et leur appartement vieillot, mais charmant. Ils occupaient un 2 pièces et demi, bien suffisant d'ici la retraite, comme disait Jean-Luc, sur la périphérie, dans un de ces nouveaux blocs de béton, tellement mieux au niveau isolation, selon Jean-Luc. Dans sa boîte à lettres, Sandrine trouva un signe du destin, une carte de visite ainsi rédigée. « Professeur Ndiaye, grand puissant médium de l'Afrique, te résoudra tous les problèmes de travail, d'argent, de guérir toutes les maladies, même l'impuissance, de trouver l'amour, de réussite aux examens, même le permis de conduire du premier coup, réalisation de tous tes souhaits garantis, visite gratuite. » Et ce personnage habitait dans la même cité, 2 blocs plus loin. Un signe, vous dis-je. Comme c'était gratuit, Sandrine s'y rendit. Moyennant un petit pourboire, un garçonnet la guida au travers d'un logement où une bonne trentaine d'Africains de toute génération allaient, venaient, cuisinaient, dormaient, faisaient commerce ou écoutaient très fort toutes sortes de musique. Le professeur occupait humblement la chambrette du fond. Et ce, malgré son rang, car, ainsi qu'il le confia à mi-voix, sans trop se faire prier, il était fils aîné d'un monarque, prince héritier d'une province riche en pétrole, en bois précieux et en diamants, au cœur du continent noir. Il se cachait sous une fausse identité pour échapper aux assassins envoyés par son frère cadet qui voulait s'emparer du pouvoir. D'emblée, Sandrine sentit que cette rencontre était décisive. Bien sûr, c'était lui, l'homme prédit par la voyante. Le professeur Ndiaye, ou devait-on dire son Altesse, venait de loin. Il était visiblement brun, grand et surtout fort, tellement fort. Un mage puissant, ainsi qu'il était écrit sur son prospectus. Et comme il sut le prouver aussitôt à la petite Madame Brodard. Pendant plusieurs semaines, elle retourna donc aussi discrètement que possible bénéficier des vigoureuses prestations du professeur. Elle flottait sur un nuage. Elle se sentait légère, allégée surtout de plusieurs centaines de francs suisses à chaque visite. Comme elle s'étonnait de devoir donner de l'argent, vu qu'elle payait déjà de sa personne, le professeur lui expliqua. « Ma princesse, la consultation est gratuite, mais la réalisation des souhaits nécessite l'achat de substances magiques, secrètes, très coûteuses, comme ce cœur d'antilope, fraîchement tué par exemple, venu tout droit de mon pays par avion, comprends-tu » À ce rythme, les économies du couple fondaient très vite. Bien sûr, Jean-Luc ne vérifiait jamais les comptes, mais viendrait forcément le jour où leur fille voudrait ouvrir sa boutique et réclamerait le capital promis. Sandrine fit part de son inquiétude à son puissant magicien, qui trouva aussitôt une solution. « Ma tigresse, je vais pratiquer pour toi exceptionnellement une cérémonie de haute magie de la brousse et te révéler les numéros gagnants de la loterie. » S'étonna s'il était capable d'une telle divination. Pourquoi le professeur ne l'appliquait-il pas pour son profit personnel? Il sourit avec indulgence. « Mais, mon oiseau multicolore, parce qu'il serait injuste qu'un magicien puisse profiter de ses pouvoirs pour priver d'un gain quelqu'un qui le mérite peut-être davantage. D'ailleurs, tu vas voir ces numéros apparaître sur ta peau. Ils seront valables seulement pour toi. » Cette explication avait le mérite de l'honnêteté et de la clarté. Solennellement, le grand mage alluma des chandelles contenant de la poudre d'or et de diamants, donc très chère. Il enduisit le creux du bras de Sandrine d'une graisse magique, très malodorante. Ensuite, il demanda à la future gagnante un billet de 1000 francs suisses. Mais pas pour lui, bien sûr, pour les esprits. D'ailleurs, preuve de son désintéressement, il fait brûler ce billet dans une cassolette magique. Puis, il répandit des cendres magiques sur la graisse magique et, au miracle, 6 chiffres apparurent, 6 chiffres dessinés par les esprits en gris sur la peau nacrée de Sandrine.
Ces chiffres concernaient le Swiss Loto de la loterie romande. Oh, certes, les gains n'y sont pas aussi élevés que ceux de l'euro-million, mais cette semaine-là, la cagnotte atteignait des records. 12 millions de francs suisses, soit la bagatelle, quand même, de 8 millions d'euros. Ça tombait bien. Il ne restait plus à Sandrine qu'à jouer, remporter le pactole, et ensuite... Non. Ce n'est pas du tout la suite que vous imaginez. Vous avez pensé, elle va jouer, gagner, et ensuite, ni vu ni connu, elle va renflouer le compte d'épargne familiale. Vous êtes bien naïf. En effet, le projet de la bouillante et peu délicate Madame Brodard, c'était de réaliser enfin la prédiction faite par la voyante pour ses 16 ans. Cette fois, elle ne laisserait pas passer sa chance, elle allait jouer ses numéros et rafler son trésor, puis s'enfuir vers le soleil, princesse au bras de son prince d'Afrique. Seulement son Altesse Sérénissime eut soudain l'air bien ennuyé. « Écoute, ma lionne chasseresse, je ne savais pas comment t'en parler, mais dans mon pays... les événements se sont quelque peu précipités. Mon mauvais frère a été destitué par mes fidèles, ils lui ont repris le bâton de commandement, le pouvoir est vacant, mon peuple n'a plus de chef, et il me réclame instamment. Mais attends quelques jours, mon chéri, nous sommes vendredi, le tirage a lieu demain, le temps d'aller toucher le lot en début de semaine, et je pars avec toi. Impossible, ma panthère des savanes, je dois y être dimanche, impérativement. C'est la 3e pleine lune de l'année, et c'est la seule date à laquelle, selon notre tradition, je peux prendre possession du bâton de commandement. Il est si important, ce bâton? Un peu que c'est important. Si mon 2e frère le récupère, il me grille au poteau. Alors tu vas partir, oui? Et toi, tu me rejoindras dès que tu auras touché le gros lot. Bon, on fait comme ça, mon gorille fougueux. Quand c'est que tu prends l'avion? Vous allez me dire, alors tout ça pour ça? Il tombe sur une poire prête à gober ses histoires, à dormir debout, il lui mène tout ce cirque, et pour finir, il lui écrit des numéros sur le bras avec un tour vieux comme le monde, il lui pique encore 1000 francs suisses, en faisant semblant de brûler le billet, il s'éclipse. Miteux, on attendait mieux d'un tel entourloupeur. Patience, ça vient. Justement, Gazelle est lancée. À propos d'avion, j'ai réservé les billets, je dois retirer le mien à l'aéroport, je te laisserai le tien au comptoir. Très bien, mon chéri. Ah, à la dernière minute, il ne restait plus que des premières, tu vois? Parfait, mon amour. Oui, seulement, je suis un peu juste en ce moment. J'ai aussi besoin d'un costume décent pour débarquer devant mes dignitaires, et si j'arrive de Suisse sans une jolie montre, les gens ne comprendraient pas. Mon ministre des Finances n'a pas encore pu me faire virer des fonds. La succession de mon père est bloquée jusqu'à mon investiture. Donc, si tu pouvais m'avancer les premiers frais, tu rembourseras ton mari sur la loterie. Il reste combien sur votre compte? Eh bien, le croirez-vous, en plein 21e siècle, Sandrine Brodard a vidé le compte en banque du ménage juste avant l'heure de la fermeture, puis elle est allée au kiosque à journaux jouer ses numéros gagnants. Petite anicroche, alors qu'elle rédige son bulletin, elle entend un joyeux « Coucou ma poulette !» À la terrasse du bistrot voisin, Jean-Luc, en chemise à carreaux, sirotait une bière avec ses copains. Sandrine discrètement confectionne un second bulletin sur lequel elle coche à la hâte n'importe quel chiffre, puis, tout sourire, elle ondule vers la terrasse. « Tiens, mon chéri, tu pourras enfin offrir une fourrure à ta petite femme qui t'aime !» Dès que Sandrine a eu tourné les talons, les plaisanteries des copains commencèrent à fuser. « Ah, ça, c'est sûr que tu vas gagner le gros lot !»« À mon avis, tu l'as déjà tiré, hein, surtout si ta femme a eu les numéros par ton sorcier. » Jean-Luc a beau ne pas avoir inventé l'eau chaude, les allusions sont assez lourdingues pour qu'il les comprenne. « Comment ça, son sorcier? Et quel sorcier d'abord ?» Évidemment, le malheureux garçon est bien le seul du quartier à ne pas être au courant des fréquentations de son épouse. Il apprend donc du même coup qu'il est cocu, que sa femme est une andouille, qui s'est fait rouler dans la farine, comme une bonne douzaine d'autres énervés de la fesse, selon l'élégante expression des piliers de bistrot rigolards. Chamboulé, il rentre chez lui, vérifie les bordereaux bancaires et constate en plus que l'infidèle l'a dépouillé des économies de toute une honnête carrière de conducteur de bus. Vous devinez la suite? Non, vous ne pouvez pas la deviner. Elle est trop fantastique. Car, dans cette histoire si mal partie, toutes les prévisions, je dis bien toutes les prévisions de la voyante, se sont finalement révélées exactes. Après sa rupture, tambour battant, avec Sandrine, Jean-Luc jeta quelques vêtements dans un sac militaire et se fit héberger par un vieux copain ex-supporter de l'équipe de hockey. C'est ce copain qui, presque 6 mois plus tard, trouvant que le sac de Jean-Luc, oublié sous le lit, puait le vieux linge, décida de lui laver ses chemises froissées. Parmi lesquelles, une certaine chemise à carreaux que portait Jean-Luc le jour où il avait appris son infortune. Dans la pochette de la dite chemise était chiffonné un vieux billet du Swiss Loto.
Or, un joueur dispose de 6 mois à dater du lendemain du tirage pour réclamer son gain. Et Jean-Luc le réclama, son gain, une journée avant le délai fatal. Ça valait la peine, car les 6 numéros griffonnés à la hâte par Sandrine avaient décroché 12 millions de francs suisses. Jean-Luc Brodard a acheté un salon de coiffure à sa fille en plein centre-ville, et par rancunier, il a, dans la foulée, acheté un autre pour Sandrine. Mais en France, en plein dans la Creuse. Faut pas exagérer tout de même. Ah, dernier détail. Avant de s'envoler pour un tour du monde, Jean-Luc s'est fait un petit cadeau personnel qu'il a rajeuni de 15 ans. Un implant capillaire de luxe d'un superbe noir corbeau. Beaucoup d'argent, des voyages, un homme brun, très brun. Vous ne croyez toujours pas à la voyance ? Pierre Bellemare, les histoires incroyables. Les histoires incroyables de Pierre Bellemare. Dans l'incroyable première histoire que voici, vous ne trouverez que du normal. Hein. Cependant, cette banalité toute quotidienne a produit un résultat si extravagant que nous en avons conservé le chronométrage précis. En effet, à la fraction de seconde près, vous allez assister à un authentique rendez-vous avec le destin. Situation de départ. Ramiro Menendez vit à Madrid, dans un quartier populaire, mais propre, en dessous de la grande gare d'Atocha, dans le sud de la ville. Il est employé du bureau du ministère de l'Agriculture et de la Pêche, mais dans une annexe située côté nord de l'agglomération. Ramiro Menendez est marié, il a aussi une maîtresse, bien plus jeune que lui, et surtout, bien plus jeune que son épouse légitime, Thérèsia. 2 ans auparavant, Thérèsia a sommé son mari d'arrêter cette relation. « Si tu revois encore cette fille, tu auras ma mort sur la conscience, Ramiro. Je te le jure, je me tuerai. » Voilà pourquoi ce matin, Thérèsia sanglote devant sa tasse de café qui refroidit. Rien qu'à entendre son mari, d'ordinaire, s'y renfrogner et siffloter sous la douche. Rien qu'à sentir l'aftershave dont il s'est aspergé. Rien qu'à le voir enfiler son manteau du dimanche et la belle écharpe neuve, l'écharpe qu'elle lui a offerte pour leur 12e anniversaire. Thérèsia savait que Ramiro, ce menteur, qu'il avait remis ça avec sa petite traînée. Alors, au moment où il allait franchir la porte, elle lui a lancé encore une fois son ultimatum en hurlant. Il a juste haussé les épaules. « Te tuer ! Ne me fais pas rire, Thérèsia. Avec ton éducation de grenouille de bénitier, tu aurais bien trop peur de griller pour l'éternité. Mais, dans ces conditions, n'attends pas pour souper. Les cris, ça me coupe l'appétit. » En somme, elle lui avait fourni le meilleur prétexte pour découcher. Elle a décidément tout raté dans sa vie. Allez, autant en finir. Et alors, il va voir, ce macho menteur, si elle n'est pas capable du pire. Ah, il va voir. Or, en ce moment même, penché sur sa table de travail, le macho en question se cache le nez dans une pile de dossiers, histoire de se donner une contenance. C'est qu'il a une conscience, cet homme-là, et aussi de l'amour, oui, trop d'amour même. Il est certes amoureux de la petite Isabelle, qui aurait pourtant l'âge d'être sa fille, mais il aime aussi Thérèsia. Mais oui, sincèrement, et il s'en veut. Ah, j'ai été tellement dur ce matin avec ma pauvre Rosita. Il faudrait lui faire comprendre qu'elle doit juste être patiente, que jamais je ne la quitterai. Oui, il ne faut pas qu'elle ne souffre une journée de plus. Mais ce genre de choses, ça ne se dit pas au téléphone, surtout avec tous les collègues autour. Ramiro Menendez prend alors sa décision. Et c'est à cette seconde que nous pouvons commencer véritablement le chronométrage de ce rendez-vous fantastique. 11h10, d'ordinaire, Ramiro ressent une petite fringale et prend sa pause pour croquer un biscuit. 11h10 aujourd'hui, il se lève, se dirige vers le bureau de son chef de service. Si le supérieur hiérarchique n'avait pas été présent, Ramiro serait retourné s'asseoir. Il aurait attendu 5 voire 10 minutes et rien n'arriverait. Mais le chef est là. Ramiro formule donc respectueusement sa demande, il se sent patraque et désirerait l'autorisation de rentrer chez lui. 11h10, dans le sud de la ville. D'habitude, Thérèsia allume la radio pour le jeu des 1000 questions dont elle est la fidèle auditrice depuis 21 ans. Aujourd'hui, le transistor reste muet. Thérèsia est dans la salle de bain où flotte encore le parfum de l'aftershave. Dans le miroir, son reflet lui dit cruellement qu'elle est vieille et fanée. Alors,
Elle insulte son reflet pendant plus de 3 minutes, très exactement pendant 3 minutes et 30 secondes. 11h12, au nord de la ville, le chef de service constate que Menendez a effectivement une mine grisâtre et il appose un tampon sur un bulletin de sortie. 11h13, Theresia crache sur le miroir cruel et détourne le regard. Elle ouvre un tiroir et de l'armoire à pharmacie. 11h14, Ramiro est dans l'ascenseur. Il enfile son manteau tout en descendant. Pendant ce temps, sur le coin de son bureau, le téléphone sonne. Si le vêtement avait été enfilé près du porte-manteau, Ramiro aurait décroché le combiné, il serait resté en ligne au moins quelques instants et rien n'arriverait. Mais Ramiro est sur le trottoir à 11h15. À 11h15, Theresia fouille dans l'armoire à pharmacie. Elle cherche un tube de somnifère, car elle a décidé que c'est ainsi qu'elle va mourir. Une fin douce, apaisée. Elle l'a bien mérité. 11h16. Ramiro Menendez marche en direction de l'arrêt d'autobus, au bout de l'avenue. Il aperçoit le bus qui arrive. Il se met à courir. Son manteau le gêne et surtout son ventre rond. 11h, 16 minutes, 30 secondes. Theresia referme avec agacement l'armoire à pharmacie. Pas de somnifère. Elle aurait pu trouver un tube. Elle aurait pu avoir à le chercher parmi plus de médicaments. Et tout serait différent. Mais non. À 11h, 16 minutes et 30 secondes, elle claque la porte de la pharmacie et se dirige vers le placard de l'entrée. Dans un vieux carton à chaussures doit se trouver le rasoir de Ramiro, ce redoutable coupe-chou hérité de son père, qu'il manie avec fierté les premiers temps de leur mariage, avant qu'il ne passe au rasoir électrique et à cet écœurant aftershave de séducteur. C'est comme ça qu'elle va mourir, la gorge tranchée par le rasoir de son mari. Il comprendra que c'est lui qui l'a tuée. 11h, 16 minutes et 30 secondes au nord de la ville. Ramiro a bien failli être dépassé par le buste et devoir attendre le suivant, mais il force son sprint sur les derniers mètres et en lui souriant dans le rétroviseur, le conducteur retarde la fermeture de la portière. Madrid est sillonné par 187 lignes d'autobus très bien organisées. Selon les pointages de la compagnie EMT, Empresa Municipal de Transportes, le trajet de Ramiro peut prendre entre 12 et 17 minutes. Dans cette fin de matinée, seuls 2 feux de croisement sont au rouge au passage du véhicule. Celui-ci devrait donc effectuer le parcours dans le temps minimal prévu. Cependant, au 2e feu, un agent de police descend sur la chaussée en vue de la sortie des écoles. Pour éviter l'encombrement au carrefour, il donne la priorité au bus qui passe ainsi le feu et gagne 1 minute. 11h, 24 minutes, 30 secondes. Theresia Menendez a passé 8 minutes à fouiller le carton à chaussures et d'autres boîtes à vieilleries. Elle constate que le rasoir coupe-chou n'est plus là. Elle se dit que de toute manière, ça doit être très long, épouvantablement douloureux et très salissant. Rien qu'à l'image de tout ce sang, elle est prise d'une nausée et se précipite vers les toilettes où elle va octer pendant 3 minutes. C'est-à-dire jusqu'à 11h27 minutes et 30 secondes. 11h27 minutes 30 secondes, l'autobus freine à la station, Ramiro en descend, puis il se retourne. Attendez! Le chauffeur aurait pu ne pas l'entendre, mais le chauffeur l'entend. Ramiro a oublié son écharpe, la belle écharpe offerte par Theresia pour leur 12e anniversaire de mariage. Manquait plus que ça. Ramiro retourne à son siège, redescend en s'excusant, vient de perdre 15 secondes. Il se remet en marche à 11h, 27 minutes et 45 secondes. Dans les toilettes de l'appartement au 3e étage, Theresia tire la chasse d'eau, va vers la fenêtre de la salle à manger, elle l'ouvre, elle enjambe, l'appuie à 11h, 28 minutes. Ramiro tourne l'angle de la rue à 42 mètres de l'immeuble. Theresia, les yeux embués, ne le voit pas. Elle demande pardon à Jésus, fait son signe de croix, 20 secondes pour cet adieu. En 20 secondes, Ramiro franchit 40 mètres. Theresia tombe de 3 étages. 1 seconde et demie, nous ne savons pas. Mais c'est juste le temps pour son mari de faire 2 pas. Ces derniers pas. En chute libre, le corps de Theresia Menendez a brisé net la colonne vertébrale de Ramiro. Il est déjà mort lorsque Theresia se relève avec juste une sérieuse contusion à la cuisse et au bras. Si vous avez bien compté, ils ont eu chacun 15 occasions de manquer ce rendez-vous. Qui donc a dit « Contre le hasard, on ne peut rien faire » Pierre Bellemare, les histoires incroyables. Les histoires incroyables de Pierre Bellemare. Cela se passe il y a quelques années dans une importante bijouterie parisienne. Une des employées décroche le téléphone et annonce à son patron « Le commissaire Mariani pour vous ». Le bijoutier s'empresse de prendre la communication. Si le commissaire l'appelle, c'est que c'est important, il le connaît bien. Son magasin fait l'objet d'une attention particulière de la part de la police. Celle-ci est venue plusieurs fois vérifier le bon fonctionnement des alarmes et des installations de sécurité. Qu'y a-t-il, commissaire? Il se passe quelque chose? La voix du policier est parfaitement sereine, mais ce qu'il annonce a de quoi dérouter. Il répond placidement
vous allez être victime d'un hold-up. Un hold-up? Mais quand? Dans quelques minutes. C'est de cette manière peu banale que commence cette histoire, et elle va se poursuivre de manière moins banale encore. Le commissaire Mariani tient tout de suite à rassurer son interlocuteur. Nous suivons à la trace une bande de malfaiteurs. Ils sont sur le point d'attaquer votre magasin. Mais ne vous inquiétez pas, nous sommes postés tout autour. Nous avons mis en place une véritable souricière. Je ne vois rien, parce que nous sommes camouflés. C'est indispensable si nous voulons les coffrets. Moi-même, je vous parle depuis un véhicule banalisé, et je vous vois en ce moment. Le bijoutier est très impressionné. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Rien. Ne vous défendez pas, hein? Et à leur sortie, nous les cueillons en douceur. Le patron raccroche, réunit immédiatement son personnel, il leur résume ce qu'il vient d'entendre. Ils vont être attaqués, mais c'est un piège que tend la police aux malfaiteurs. Elle est cachée autour du magasin et elle les arrêtera ensuite. Plusieurs vendeuses s'inquiètent. Il va y avoir des coups de feu. Mais non! Il suffit de garder son sang-froid. Le bijoutier s'interrompt brusquement. Attention, les voilà! Effectivement, 2 hommes à moto viennent de s'arrêter sur le trottoir. Ils portent des casques intégraux et, l'instant d'après, ils font irruption. Chacun tient un revolver dans une main et un sac dans l'autre. C'est un hold-up, que personne ne bouge. Il règne une ambiance étrange dans la bijouterie. Le personnel est d'une totale sérénité. Il regarde placidement les malfaiteurs s'emparer des montres, des bijoux disposés dans la vitrine. Sous la menace de leurs armes, le patron va ouvrir les présentoirs, fermés à clé, contenant les pièces les plus précieuses. Normalement, il est possible, dans ces cas-là, d'actionner une alarme discrète, directement reliée au commissariat, mais il ne viendrait à l'idée de personne de le faire. Pourquoi prévenir les policiers puisqu'ils sont là? Toutes les personnes présentes regardent au contraire les malfaiteurs avec un rien d'ironie. Ils ont l'air si sûrs d'eux. Ils se prennent pour des professionnels chevronnés. S'ils savaient ce qui les attend, feraient moins les fiers. Au bout d'un moment, toutefois, il vient à l'idée du bijoutier et de ses employés de manifester une certaine peur. C'est la réaction qu'ils devraient avoir normalement, et il ne faut pas donner l'alerte aux bandits en montrant un trop grand calme. Le patron se met à trembler, une employée fait semblant de s'évanouir. Mais tout cela ne dure pas, puisqu'au bout de quelques minutes seulement, les 2 jeunes gens repartent avec leurs sacs bien remplis. Tout le personnel, patron en tête, se précipite à la vitrine. Malgré les risques de prendre une balle perdue au moment de l'arrestation, ils ne veulent pas manquer cela. Les gangsters montent sur leur moto, mettent le contact, démarrent. Attention, c'est maintenant, attention! Mais les uns comme les autres ont beau regarder dans toutes les directions, écarquiller les yeux, il ne se passe absolument rien. Aucun policier ne surgit de sa cachette, et bientôt la moto a disparu dans la circulation, avec une petite fortune à bord. Le patron se précipite sur le téléphone pour appeler le commissariat. La police a donc préféré opérer l'arrestation plus loin. Mais c'est prendre un risque énorme avec la marchandise. Au commissariat, lorsqu'il s'est présenté, il s'entend répondre « Je vous passe le commissaire Mariani ». Et l'instant d'après, il a le policier au bout du fil. « Mais comment? Vous êtes dans votre bureau ?»« Ah bien sûr. Voulez-vous que je sois? Mais en face de chez moi pour arrêter les auteurs du hold-up. Quel hold-up » Et cette fois, le bijoutier commence à comprendre. Il comprend d'autant mieux que la voix qu'il entend n'est pas celle qu'il avait au bout du fil quelques minutes plus tôt. Eh oui, tout avait été manigancé par les cambrioleurs, qui avaient mis au point ce stratagème pour opérer en toute tranquillité. Il n'y avait jamais eu de policiers en embuscade. Tout était sorti de leur imagination fertile. Quand le vrai commissaire Mariani s'est présenté un peu plus tard avec ses hommes, il n'a pu que constater les dégâts. Et les auteurs du vol n'ont jamais été attrapés. Ils n'ont jamais recommencé non plus. Un coup pareil, cela ne peut se faire qu'une seule fois. Pierre Bellemare, les histoires incroyables. Les histoires incroyables de Pierre Bellemare. Pierre Bellemare sur RTL. Il fait un temps splendide ce 16 juin 2000 sur les côtes de Floride. À bord d'un petit avion Piper monomoteur de 6 places, blanc et rouge, la famille Dorset rentre des Bahamas. Normalement, elle aurait dû prendre un avion de ligne régulier, mais Steve, le papa, a décidé d'offrir cette fantaisie à sa femme Peggy et à ses 2 fils, Christopher, 11 ans, et Alan, 2 ans et demi. Ce voyage privé se passe dans la bonne humeur. Tout le monde a sympathisé avec le pilote, Bruce Jensen, 36 ans, dont la gaieté est communicative. La traversée depuis les Bahamas a passé sans qu'on s'en rende compte, et maintenant on est en vue de la Floride. Le pilote s'adresse à Steve Dorset, qui est assis à côté de lui, Peggy et les enfants étant sur les sièges arrière.
Pour vous faire plaisir, je vais faire un petit détour par les marais. Avec un peu de chance, on verra un envol de flamants roses. La voix du petit Alan retentit dans son dos. « Et on verra des crocodiles aussi, monsieur ?»« Bien sûr, c'est promis. » Ruth Jensen a alors un sursaut et se tourne vers la vitre sur sa gauche. Steve Dorset l'interroge un peu intrigué. « Qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu quelque chose ?» Le pilote ne répond pas. Il répète la question. Toujours le même silence. Steve lui pose alors la main sur l'épaule, ce qui a pour résultat de faire basculer en avant son buste, retenu par la ceinture de sécurité. Il a les yeux révulsés, la bouche entrouverte. Derrière, Peggy interroge avec inquiétude. « Il a un malaise ?» Steve Dorset se retourne vers elle. Il est blême, et il lui répond à mi-voix pour que les enfants n'entendent pas. « Je crois qu'il est mort. » Le pilote, la tête toujours penchée en avant, a sur lui le casque radio avec les écouteurs et le micro. Steve Dorset s'en empare, et dans ses oreilles lui parvient un grésillement et des voix lointaines. Alors tout en s'efforçant de garder son calme, il lance. « Allô, vous m'entendez ? Ici, la tour de contrôle de Tampa, je vous reçois. Quelle est votre immatriculation ? Ben, j'en sais rien. Je suis le passager à côté du pilote. Il a eu une crise cardiaque. Je crois qu'il est mort. Qu'est-ce que je dois faire ? Gardez votre calme. J'ai absolument besoin de savoir votre immatriculation. C'est indispensable pour connaître votre position. Mais je ne sais pas. Vous avez dû entendre le pilote la donner. Essayez de vous souvenir. Ah oui, ça me revient. Tango, Papa, Bravo, 932. Tango, Papa, Bravo, 932. OK. Tout le monde ici s'occupe de vous. Vous avez un problème dans l'immédiate ? L'avion penche un peu sur la gauche. Essayez de rétablir l'équilibre. Vous avez des notions de pilotage ? Aucune. Prenez le manche. Bougez-le très doucement vers la droite. Surtout pas de gestes brusques. Steve Dorset s'empare de la commande qui est située entre le pilote et lui, et aussi lentement qu'il peut, millimètre par millimètre, il parvient à remettre l'avion à l'horizontale. C'est bon ? Qu'est-ce que je dois faire maintenant ? Gardez le cap ? Vous êtes dans la bonne direction ? S'il y a un écart dans un sens ou dans l'autre, corrigez doucement. Derrière Steve, la situation aussi est préoccupante. Il n'y a pas de problème avec le petit Alan. En voyant son père prendre le manche à balai, il a battu des mains en s'écriant « Chic, c'est papa qui conduit !» Mais il n'en est pas de même de Christopher. Lui a parfaitement compris qu'il se passait quelque chose de grave. Il interroge sa mère avec angoisse. « Qu'est-ce qui lui est arrivé au monsieur ?» Malgré sa propre peur, Peggy s'emploie à le rassurer, consciente que s'il paniquait, les choses seraient encore plus compliquées. Il est fatigué, il se repose. « Mais papa, il s'est piloté ?»« Oui, oui, il a appris quand il était plus jeune. » « Il me l'avait pas dit, je l'ai pas dit, mais c'est un très bon pilote. Alors, il va nous ramener à la maison. »« Mais oui, mon chéri. Et il va nous montrer les crocodiles ?» C'est le petit Alan qui vient d'intervenir, il s'adresse à son père. « Tu vas nous montrer les crocodiles, hein, papa ?» Steve Dorset n'a pas le temps de répondre. Une voix retentit dans son casque, elle est différente de celle du contrôleur de Tampa. « Papa Bravo, vous me recevez ?»« Papa Bravo, je vous reçois, qui êtes-vous ?»« Don McCulloch, pilote instructeur. Je suis derrière vous, à quelques miles. Je vois parfaitement votre piper. Je me rapproche. Votre cap est bon. Vous voyez un problème particulier sur le tableau de bord ? Il y a une lumière rouge qui clignote à côté du compteur d'essence. C'est ennuyeux ? Oui et non. Cela signifie que votre réservoir est vide, mais il y a un bouton à côté du voyant. Vous allez appuyer dessus et vous passerez sur le second réservoir. Steve Dorset obéit. La lumière rouge s'éteint. Et maintenant, qu'est-ce que je fais ? En même temps qu'il prononce ces paroles, il voit un avion exactement semblable au sien surgir au-dessus de lui et se positionner quelques dizaines de mètres en avant. Vous allez me suivre et faire exactement tout ce que je vous dirai. Mais j'y arriverai jamais. Mais si. Le tout est de garder votre sang-froid. Je vais vous apprendre les rudiments, hein. Vous voyez le boîtier devant vous ? Il y a une petite manette. En la poussant à gauche, l'avion va à gauche. En la poussant à droite, il va à droite. Exercez-vous. Le visage en sueur, les mains moites. Steve Dorset s'exécute. Bien. Maintenant, le manche à balai. Si vous le poussez en avant, vous piquez. Si vous le tirez, vous montez. Allez, vous allez faire des montagnes russes. Encore une fois, Steve Dorset suit les instructions de son guide. L'opération dure de longues minutes.
jusqu'à ce que la voix de Dan McCulloch retentisse de nouveau dans le casque. « C'est parfait. À présent, la vitesse. La manette des gaz est devant vous. Pour les réduire, vous la poussez. Pour les augmenter, vous la tirez. » La leçon de pilotage en plein ciel se poursuit pendant un quart d'heure environ. Au bout de ce temps, l'instructeur annonce « Maintenant, vous allez vous poser. C'est le plus délicat, mais ça se passera bien. » « Déjà ? Mais je suis pas prêt. Nous sommes arrivés. Je commence à descendre. Suivez-moi. » Effectivement, les deux Piper sont au-dessus de l'aéroport de Winter Haven, leur destination. Au sol, c'est le branle-bas de combat. Tous les avions qui auraient dû atterrir ont été détournés vers d'autres destinations. Les pistes sont vides, à part des voitures de pompiers et des ambulances, dont les moteurs sont en marche et qui sont prêtes à intervenir. Dans le ciel, les deux appareils descendent rapidement. Dan McCulloch donne à son élève ses dernières leçons. Pour l'atterrissage, tout est dans l'équilibre. Il faut arriver sur la piste à l'horizontale. Si vous êtes le nez en l'air, vous allez tomber par l'arrière. Si vous plongez trop, vous allez vous écraser. Les deux appareils sont maintenant tout près du sol. L'approche est parfaite. Ils sont au milieu de la piste principale. L'avion de tête adresse ses dernières instructions à l'autre Piper. « Je remets les gaz et je dégage. Vous maintenez l'appareil dans l'axe de la ligne blanche et continuez à descendre. Dès que vos roues touchent la piste, vous coupez le contact. Bonne chance !» Le premier Piper s'envole et disparaît. Dans la tour de contrôle et dans les bâtiments de l'aéroport, tous les témoins regardent avec angoisse l'autre petit avion rouge et blanc se rapprocher du sol. Il vacille, il se cabre. Il touche le sol une première fois, rebondit, reprend de la hauteur. L'angoisse est à son comble, car s'il capote, c'est l'incendie immédiat, peut-être l'explosion. Mais non, il retombe sans trop de mal sur la piste, la prend de travers, part dans l'herbe. Les véhicules de pompiers et les ambulances se précipitent. L'appareil est violemment secoué, fait un demi-tour sur lui-même et s'immobilise. Peu après, tandis qu'un médecin se précipite vers Bruce Jensen, le pilote, pour constater qu'hélas, il n'y a plus rien à faire, les pompiers s'occupent de la famille Dorset, mais découvrent que de ce côté-là, tout va bien. Steve Dorset n'a pas une égratignure, il descend de l'appareil tout seul, les jambes un peu flageolantes quand même. Il est rejoint par Peggy, Adem, elle aussi, et leurs deux enfants. Le petit Alan, alors que les secouristes l'entourent et lui demandent si tout va bien, déclare d'un air boudeur « On n'a pas vu les crocodiles !» Quant à Christopher, c'est lui qui a le mot de la fin. Il se précipite vers son père et lui dit avec admiration, reprenant l'immatriculation de leur avion, « Papa, bravo !» Pierre Bellemare, les histoires incroyables. Les histoires incroyables de Pierre Bellemare. L'inspecteur Bernardi est d'humeur morose ce lundi de septembre. Non seulement c'est lundi, mais c'est sa rentrée de vacances. De plus, le travail qui lui a été attribué n'a rien de folichon. Un accident domestique pour lequel une enquête a tout de même été décidée. Il va devoir déranger une famille en pleurs, s'immiscer dans son intimité, poser des questions indiscrètes, tout cela pour, selon les statistiques, n'aboutir à rien, ou presque. Pourtant, cette enquête-là, l'inspecteur Bernardi n'est pas prêt de l'oublier. Tout va se passer de la manière la plus normale, la plus anodine, jusqu'à ce qu'un événement absolument inattendu... Mais écoutez plutôt la suite. Dans le cas présent, le drame a eu lieu dans un pavillon de Drancy, en Seine-Saint-Denis. La victime est un certain Émile Janvier, qui s'est tué en faisant sa gymnastique quotidienne. L'inspecteur se présente à la grille. Il a devant lui un jardinet bien entretenu, des fleurs en massif, des allées soigneusement dessinées. Tout cela respire la paix, la tranquillité. On est à 1000 lieues de la violence des quartiers difficiles. Il sonne. Au bout d'un moment, une femme d'une trentaine d'années vient ouvrir. Elle est habillée à la va-vite. Elle est à peine coiffée. Elle a les yeux rouges. « Vous êtes bien Madame Janvier ? Je suis l'inspecteur Bernardi. Je dois faire un rapport sur ce qui s'est passé. Ce ne sera pas long, rassurez-vous. » Madame Janvier s'essuie les yeux. « Je vous attendais, inspecteur. Venez, je n'ai touché à rien. » Le policier suit la femme dans une petite pièce où se trouve un banc de musculation. Un homme y est étendu sur le dos, couché sur un tapis. Un haltère de 50 kilos repose à ses côtés. La femme évite de regarder dans cette direction. L'haltère, c'est le médecin qui l'a déplacé. Il était sur son cou quand je l'ai découvert. L'inspecteur contemple la scène. Elle est très impressionnante. D'habitude, les accidents domestiques consistent en des chutes dans l'escalier,
des noyades, des électrocutions dans la salle de bain. Mais cette manière de mourir est aussi peu banale que spectaculaire. Quelle heure était-il 7 heures. Mon mari se lève avant moi pour faire sa gymnastique. J'ai entendu un grand bruit qui m'a réveillé. Quand je suis arrivé, il était mort. Enfin, qu'est-ce qui a pu se passer? Lorsque le médecin est venu, il a dit que sa carotide a été écrasée. Il a dû avoir un malaise pendant qu'il faisait ses exercices et puis... Madame Janvier ne termine pas sa phrase sous le coup de l'émotion. L'inspecteur Bernardi se penche sur le mort et fait quelques rapides constatations. L'homme a dû effectivement avoir un malaise. L'haltère est tombée et la barre transversale s'est écrasée sur la pomme d'Adam. L'inspecteur se relève, il s'agit de circonstances sortant certes de l'ordinaire, mais il n'y a pas de raison de prolonger l'enquête plus longtemps. Il se redresse et considère la femme visiblement très éprouvée. Eh bien, je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Je vais faire mon rapport en indiquant qu'il s'agit d'un accident. Soyez assurés de toute ma sympathie, madame. Et l'inspecteur Bernardi retourne au commissariat. Pendant quelque temps, il garde un désagréable souvenir de ce moment pénible, mais il est vite repris par ses tâches quotidiennes, et bientôt il n'y pense plus. Jusqu'au jour, un peu plus d'une semaine après, où il est en train de dîner avec sa femme. Ils sont en train de regarder la télévision, lorsque son épouse le voit bondir. « C'est pas possible !» Son épouse le regarde avec stupeur. « Qu'est-ce qui t'arrive ?»« Rien. Je pensais à quelque chose pour le travail. Ne t'inquiète pas. » Le lendemain, l'inspecteur retourne au pavillon de Drancy. Trouve Madame Janvier, qui se disposait à partir pour faire ses commissions. Elle n'a plus rien de commun avec la femme éplorée qu'il avait vue la fois précédente. Elle est habillée, maquillée avec soin. Il y a en elle quelque chose de pimpant. Et l'inspecteur n'a pas du tout la même attitude non plus. Il sourit d'une manière ironique. « Vous n'avez vraiment pas de chance, madame. »« Qu'est-ce que vous voulez dire ? » ?»« Vous avez regardé la télévision hier ? » ?»« Non, mais je ne comprends pas. C'est dommage. Si vous aviez regardé la même chaîne que moi, vous auriez vu un programme très intéressant. Un vieux Colombo. Il s'agit d'une femme qui a un mari qui fait sa gymnastique chaque matin. Elle a un amant. Et tous les deux décident de le tuer. Ils le droguent et ils font tomber un haltère sur son cou. Madame Janvier a pâli. Elle cherche à dire quelque chose, mais n'y parvient pas. Le policier poursuit. Je suppose que cet épisode était passé il y a très longtemps et que vous avez pensé que tout le monde l'avait oublié. Malheureusement pour vous, il a été reprogrammé hier. L'enquête va être ouverte et on verra bien ce qu'elle va donner. Les résultats n'ont pas tardé. L'autopsie a prouvé que M. Janvier avait été drogué au moment de sa mort. Sa femme avait un amant, et tous deux se sont effectivement inspirés de ce Colombo qu'ils avaient vu ensemble pour se débarrasser du mari. Ils ont passé des aveux complets, et ils se sont retrouvés sous les verrous. Le fameux lieutenant à l'imperméable venait de faire arrêter 2 coupables de plus. Pierre Bellemare, les histoires incroyables. Les histoires incroyables de Pierre Bellemare. Extraordinaire. On donne souvent à ce mot une signification inexacte. On l'emploie pour désigner une chose merveilleuse, féerique ou fantastique. Or, extraordinaire veut dire tout simplement hors du commun. Des situations peuvent être hors du commun, des comportements humains peuvent également être hors du commun. L'histoire que je vais vous raconter maintenant, et qui m'a tourmenté pendant des années, est réellement extraordinaire. Jugez-en plutôt. Je me souviens que ce mois d'octobre-là était exceptionnellement doux. À Sarrebourg, en Moselle, les organisateurs de la fête de la bière se réjouissent. Des tables sont dressées sur les trottoirs, les langues se délient sous l'effet de l'alcool. C'est l'occasion de faire de nouvelles rencontres. Vers 2 heures du matin, une jeune femme, très discrète, surveille du coin de l'œil les allées et venues des passants. C'est Sophie Brune, récemment promue inspectrice de police. Sophie est incapable de se douter, bien sûr, que dans un instant, la fête va tourner au cauchemar.
que j'ai quitté la province. J'ai toujours détesté la fête de la bière. J'y suis jamais allée d'ailleurs. Mais ce soir-là, j'étais obligée de me mêler aux braillards saouls qui empestaient l'alcool. Ah, j'étais furieuse. J'avais l'impression de perdre mon temps. Et quand mon téléphone a sonné, je me suis dit, tiens, encore une querelle d'ivrogne. C'était la fête de la bière. Il y avait un monde fou dans la brasserie. Et moi, mes consommateurs, je les soigne. Et je fais ce que je peux pour surveiller parce que je veux pas de bagarre ici. Pensez donc, c'est le moment de l'année où on fait le plus gros chiffre d'affaires. J'avais bien vu ce type-là, avec la tête posée entre ses bras. Mais bon, comme à cette heure-ci, la moitié des gens sont ivres morts, j'ai pas vraiment fait attention. Et puis, avec tout ce va-et-vient, on peut pas tout voir. La voix au bout du fil était très pressante. Vite, venez vite, à la brasserie du coin, ça peut pas attendre. Tout d'abord, j'ai cru que le type en tenait une bonne. Il bougeait pas d'un poil. Mais quand quelqu'un l'a bousculé et qu'il a pas bronché, alors là, j'ai commencé à me poser des questions. Alors, je me suis approché de lui et j'ai tenté de le secouer un peu. J'ai eu un sacré coup au cœur. Il était mort. Je me suis dit que, voilà, ça avait mal tourné pour un client. Un mec qui avait trop bu, il avait roulé sous la table. Je suis allé à la porte et j'ai attendu l'inspecteur avec un médecin qui était dans la salle. Je tremblais, mon ami. J'arrivais pas à aligner une phrase. Faut dire, c'est quand même la première fois que j'ai un mort dans mon bar. Et j'espère bien la dernière. Heureusement, le toubib était là pour expliquer la situation à la jeune inspectrice. Le pauvre, mais j'avais l'impression qu'il avait vu le diable. Il y avait un autre homme avec lui, un médecin. C'est lui qui m'a expliqué que le gamin était pas mort de cause naturelle. Non, il avait les lèvres bleues et il empestait l'amande. Cette odeur est caractéristique du cyanure, m'a dit le médecin. Du poison. Du poison qu'on avait certainement versé dans sa chope de bière. Sophie Brune s'attend à constater le décès d'un soifard et elle se retrouve devant un homme foudroyé par une dose de cyanure. La victime est un homme blond, encore jeune, habillé sobrement, un garçon bien mis, un de ceux qui n'attirent pas d'histoire. L'inspectrice est perplexe. Si cet homme a été empoisonné au cyanure, il s'agit de toute évidence d'un meurtre commis avec préméditation. Et qu'est-ce qu'il avait bien pu faire, ce jeune homme, pour mériter une telle fin? C'est vrai, le patron du bar m'avait affirmé avoir rien remarqué d'anormal, mais enfin quand même. Non, j'étais bien décidée à trouver un indice, une trace, un début de piste pour m'aider à éclaircir cette histoire. J'avais à peine eu le temps de sortir mon calepin pour noter 2-3 trucs, qu'un agent en uniforme a déboulé dans la salle, il m'a prise par le coude, il m'a poussée vers la porte. Il m'a dit « Chef, je vous cherche partout, il y a eu un malheur à l'instant même à la brasserie d'en face. » J'ai eu une drôle d'intuition. Je me suis demandé si le meurtrier avait pas frappé une seconde fois. Non, mais quand j'y repense, ça a été assez impressionnant parce que ça aurait dû être moi la deuxième victime. Et heureusement que j'ai refusé ça. Et je sais pas pourquoi je l'ai refusé, surtout ce soir-là, fête de la bière, vous pensez? J'ai traversé la rue. Tout était normal. Les gens semblaient pas être au courant. Dans l'arrière-salle, derrière le bar, il y avait un jeune type allongé sur un matelas. Il avait l'air d'avoir à peu près le même âge que le premier. Lui aussi, il avait les lèvres bleues et il dégageait cette odeur d'amande si particulière. Je me suis vraiment demandé si la série allait s'arrêter là. Elle était nerveuse, la jeune inspectrice. Elle m'a posé plein de questions et ça m'a mis très mal à l'aise. Et quand j'y repense, c'est dingue parce que moi, j'avais vu l'assassin. Je l'ai vu, il est venu me parler. Et le comble, c'est qu'il est venu me proposer un verre. Il arrive, très sympa en plus. Voilà, c'est mon anniversaire, c'est aujourd'hui. J'ai 60 ans, ça me fait plaisir, je vous offre un verre. Trinquons ensemble. Et j'ai trouvé ça un peu louche quand même, parce que bon, je me méfie toujours un petit peu des gens, vous savez, qui viennent vous accoster comme ça, très gentils. Je trouvais ça un peu décalé, quoi, surtout dans une fête de la bière, un pub. Tout le monde était un peu arrosé. Lui, je le trouvais un peu intriguant. Mais j'ai bien fait. Bon, heureusement, il a pu me faire une description assez précise de l'assassin. Très chic, genre grand bourgeois de province.
Le crâne un peu dégarni, les tempes grisonnantes. Pas très grand. D'après lui, c'était plutôt le genre d'homme qui parle politique dans un salon. Pas vraiment le genre à boire dans une brasserie le soir de la fête de la bière. Donc le type s'est retourné, il a interpellé un jeune homme un petit peu plus loin. Et même cinéma, il lui paye un verre. Donc le jeune homme prend sa pinte, à la tienne, il trinque avec le vieux, et boum, le jeune tombe par terre. Et j'ai tout de suite compris qu'il était mort. Alors ensuite, moi j'ai essayé de rattraper le vieux bonhomme, mais bon, il y avait une espèce de panique générale, ça se bousculait, c'était un peu le chaos, tout le monde criait, et puis le vieux était plus rapide que moi. Mais je me souviens qu'avant de partir, il a eu le temps de me faire un petit signe de la main avant de disparaître. Les hommes de 60 ans, petits avec le crâne dégarni, bon, il y en avait à l'appel dans la ville. Mais on avait plus. Merci. Son côté grand bourgeois de province. Ah oui, qu'est-ce qu'il venait faire là? En tout cas, une chose était évidente. Il frappait au hasard. Ses victimes n'avaient pas été choisies à l'avance. Alors j'ai tout de suite demandé qu'on surveille toutes les brasseries du quartier. Et bah oui, il fallait qu'on soit sûr de le coincer avant qu'il frappe à nouveau. J'ai installé mon PC dans le premier café. Mes hommes venaient toutes les heures me faire leur rapport. Rien. Je commençais sérieusement à me dire que le type s'était barré quand un policier est venu me dire qu'il y avait eu de nouveaux meurtres. Les histoires incroyables. Sophie Brune s'assoit lourdement sur sa chaise. La fête tourne au carnage. La jeune inspectrice se sent responsable de la mort de 4 hommes innocents. Au cours de sa fuite, l'assassin a frappé 2 fois encore, choisissant pour cible ceux qui se trouvaient par hasard sur sa route. Sophie réfléchit à toute vitesse et une petite phrase énigmatique lui revient alors en mémoire. Un propos rapporté par son témoin. « J'ai 60 ans aujourd'hui. » C'est le seul fil auquel elle peut encore se raccrocher. Il fallait que j'aille consulter l'ordinateur central du commissariat. Là, j'ai établi la liste de tous les hommes de la région, né un 3 octobre. Bon, il y avait qu'une vingtaine de noms. J'en connaissais certains, mais il y a tout de suite un nom qui a attiré mon attention. Amédée Sinclair, c'est le type le plus riche de la région. Sa famille avait fait fortune dans les aciéries. Et il possédait un château à quelques kilomètres de Sarrebourg. Une grande bâtisse du 19e siècle. Monsieur Amédée, ça a toujours été un original. Je dirais même un excentrique. Je me souviens, quand il allait à des soirées mondaines, il mettait souvent une perruque à cause de son crâne dégarni, mais pas n'importe quelle perruque, non, une perruque Louis XV, parce que il aimait bien se faire remarquer. Par exemple, pour le 50e anniversaire de madame, il lui a offert un dîner aux chandelles, avec du champagne. Bah, pas ici dans la salle à manger, non. Là-haut, dans une montgolfière, au-dessus du château. Enfin, tout ça pour vous dire que monsieur Amédée, quand il voulait s'offrir quelque chose, il se l'offrait tout de suite, et sans se soucier du qu'en dira-t-on. Je me demandais vraiment comment aborder Amédée Sinclair. Simple visite de formalité? Non. Impossible. S'il était coupable, il chercherait la moindre occasion de se faire la malle. Bon, je pouvais pas non plus l'accuser sans preuve. Restait plus que l'interrogatoire de routine et fallait que je sois assez maligne pour le faire avouer. Quand je suis arrivée au château, son domestique m'attendait. Amédée Sinclair savait que j'allais venir. Je commençais vraiment à me dire qu'il avait quelque chose à se reprocher. Et là où il a commencé à avoir des drôles de manies, c'était à la mort de sa femme. Bah oui, il s'est retrouvé tout seul, le pauvre. Leur fils unique était mort à la guerre, il n'y avait plus aucune famille. Et un jour, je suis passé devant son bureau et je l'ai surpris en grande conversation. Ben, je me suis dit, tiens, monsieur Amédée a de la visite. Alors j'ai jeté un coup d'œil discret. Personne. Ah, mais je vous jure, personne. Monsieur tenait le portrait de madame dans une main, un verre de liqueur dans l'autre et il trinquait. Alors là, j'ai quand même commencé à me poser des questions. Sophie Brune suit le domestique dans le salon du milliardaire. Quand elle pénètre dans la pièce au mur couvert de portraits de sa femme et de son fils, Amédée l'attend, sereinement assis dans un fauteuil, un verre de champagne à la main. Le témoin ne s'est pas trompé. L'homme de petite taille, au crâne dégarni, correspond exactement à sa description. Alors là, j'ai entendu monsieur... Bienvenue, inspecteur, je vous attendais.
Je me doutais bien que vous alliez me retrouver après l'imprudence que j'avais commise en parlant de mon 60e anniversaire, mais bravo. Vous avez été futé et rapide. Sur le coup, j'ai pas compris pourquoi il parlait comme ça à la jeune femme de la police. Et après, j'ai entendu la conversation qui a suivi. Et là, j'ai compris. Monsieur Amédée, il avait commis la folie de trop. Bon, bien sûr, il avait pas la tête d'un assassin, hein. On peut pas dire ça. Non, plutôt bel homme et distingué, du genre à ouvrir la porte aux dames. Et cet homme riche et respecté m'a avoué bien tranquillement ses meurtres. Il m'a fait asseoir en face de lui et il m'a avoué que depuis qu'il était petit, on lui avait jamais rien refusé. Alors pour son anniversaire, il avait décidé de s'offrir quelque chose de totalement inaccessible. Un cadeau très spécial. Un quadruple meurtre. Cynique, désespéré ou fou, Amédée Sinclair? Sans doute les trois à la fois. Sophie Brune frémit d'horreur devant cet homme qui dit avoir tué par plaisir. Et quand il ajoute « Vous pensez vraiment que ces hommes imbibés de bière méritaient de vivre ?» Sophie suffoque d'indignation. Elle fait un pas vers l'homme pour le faire taire. Mais Sinclair lève déjà son verre de champagne et avant que l'inspectrice ait eu le temps de réagir, il porte la main à sa bouche et bascule dans son fauteuil. Sophie se penche sur la dernière victime de la fête de la bière, une victime aux lèvres bleues. Dans la pièce silencieuse, flotte une légère odeur d'amande, si caractéristique. Pierre Bellemare, les histoires incroyables. Les histoires incroyables de Pierre Bellemare. Qui se ressemble, s'assemble, dit le proverbe. Eh bien, l'histoire que vous allez voir maintenant, et qui se déroule en mai 1998 sur le port de Dieppe, tenterait de prouver le contraire. Imaginez-vous en effet la rencontre improbable d'un garçon de 11 ans, Simon, seul et terrorisé dans la nuit, et d'une prostituée prête à tout pour lui sauver la vie. Ce fait divers à peine croyable m'a convaincu une fois encore que les récits authentiques sont toujours plus surprenants que les histoires nées de l'imagination fertile des romanciers. J'oublierai jamais cette nuit-là. Je dormais et mon père est venu me réveiller. Maman est morte, viens la voir, il m'a dit. Je comprenais pas trop, mais j'ai obéi. Maman était malade depuis longtemps. Elle toussait tout le temps et il y avait des docteurs qui venaient la voir à la maison de temps en temps. Je vais dans la chambre de ma mère, j'ouvre la porte. J'étais avec ma petite sœur. Elle avait 8 ans. Et mes deux frères, ils devaient avoir 3 ans et 5 ans en gros. Ma mère était dans son lit. Elle avait sa belle robe avec des fleurs dans les cheveux et dans les mains. Et puis tout à coup, mon père nous dit d'aller nous habiller. Et à moi, il me dit d'aller mettre mon costume du dimanche. Il était bizarre. Le gendarme Francis Lavergne vient d'être muté à Dieppe. Pour sa première nuit de permanence, on lui confie cette affaire. Une drôle d'histoire que celle du père de Simon. Quand l'individu s'est vu dans cette situation, seul, avec sa femme décédée, ses 4 enfants à élever, il a été pris de vertige, la panique, quoi. Hein, et il a dû penser aussitôt à sa propre enfance, à ses 7 ans, je crois que c'est l'âge qu'il avait quand sa propre mère est morte. Et il s'en est jamais remis. Hein. Non, je crois que c'est clair, il a voulu éviter à ses enfants de subir la même chose que lui, quoi. Et pour ça, il était prêt à tout, et même à la pire des horreurs. On va à la mer. C'est comme ça qu'il nous a dit. Et sans autre explication, on débarque à Dieppe. J'étais mort de trouille. Pourquoi on va à la mer alors que maman est morte à la maison? Papa répondait pas à nos questions. Alors j'ai commencé à avoir mal au ventre tellement j'avais peur. Je regardais ma petite sœur et mes 2 frères. Ils dormaient déjà. Il fallait que j'agisse, mais comment? Les événements qui se télescopent à Dieppe cette nuit-là semblent tout droit sortis d'une tragédie classique.
Car non seulement le petit Simon vient de perdre sa mère, mais il comprend très vite que, poussé au désespoir par ce décès, son père est maintenant prêt à commettre l'irréparable. Alors, tandis que le gamin terrorisé se recroqueville dans le fond de la banquette arrière, son père, les mains crispées sur le volant, fonce vers la jetée du port. Le premier miracle, c'est quand la roue a crevé. J'ai vu mon père sortir furieux pour réparer. Et là, mon cœur s'est mis à battre tellement fort que j'en ai eu mal. J'avais qu'une idée, sortir de là, quitter cette voiture sans faire de bruit. Le problème, c'est que ma sœur dormait la tête sur mes jambes. Et à chaque fois que je la bougeais, elle faisait du bruit. Enfin, j'y arrive. J'ouvre la porte. Je marche à 4 pattes pendant quelques mètres. J'ose même pas me retourner et puis je cours comme un dératé au hasard. Non loin de là, une femme, jupe fendue, arpente les docks. C'est Ninon, une ombre de la rue comme le chantait Edith Piaf. Dans un instant, ce n'est pas un marin en goguette qui va l'accoster, mais un garçon de 11 ans, totalement terrifié. Les derniers clients, on allait chercher sur les entrepôts avec ma copine Josiane. Je me demande ce qu'elle est devenue, celle-là, tiens. Et ça me revient. On marchait le long des quais, et puis à un moment donné, elle est partie, elle m'a laissé planter là comme une conne. En plus, il a commencé à pleuvoir, tiens, comme aujourd'hui. Et puis tout d'un coup, j'ai entendu des pas derrière moi. Moi, j'ai eu la frousse, j'étais toute seule dans la nuit. Mais je me suis dit que c'était pas un homme, parce que les pas étaient plus légers, vous comprenez, et c'était peut-être une femme. Et je vous jure, j'ai eu la frousse de ma vie cette nuit-là. C'était un petit gamin tout mignon, avec les cheveux en brosse, avec des yeux tout ronds tellement il avait peur. Alors j'essaie de le rassurer, de le réchauffer un petit peu, et je me suis dit, c'est une fugue. Le gamin, il s'est enfui de chez lui, il est venu sur le port pour s'embarquer comme mousse et pour faire son tour du monde. Vous savez, c'est du déjà vu tout ça. Ninon accroche Simon par le bras et tente de le calmer. Mais le gamin se débat avec véhémence. Que fait-il au beau milieu de la nuit, seul sur les docks? S'est-il échappé d'un pensionnat? A-t-il commis un menu larcin? Fuit-il les gendarmes? À moins qu'il ne cherche à embarquer clandestinement sur un cargo. Le mythe du mousse des romans d'aventure à la vie dure sur les ports. Simon reprend son souffle, parvient à articuler des bribes de phrases. Papa, voiture, fou, frère et sœur, pneus crevés, maman, morte. Ninon remet les mots dans l'ordre et comprend soudain qu'un drame se joue non loin de là. Elle étreint le gosse affolé, scrute la nuit dans la direction qu'il indique. Un mois après l'autre, j'ai commencé à comprendre. La mère, elle est morte et le père est devenu fou. Alors, je l'ai serré un peu plus fort contre moi parce que le pauvre était tellement ému qu'il frissonnait comme un malade. Et puis, il m'a dit, c'est pour nous noyer que mon père nous amène à la mer. Alors là, mon Dieu, mon sang s'est glacé et je me suis dit, mais il faut que je fasse quelque chose. Mais quoi? Je sais pas quoi faire, les pauvres petits. Les histoires incroyables. Tandis que le père s'acharne à réparer son pneu, que le cric glisse, qu'il le remet en place en pestant, que les enfants dorment sur la banquette arrière, Ninon réalise toute la portée du drame. Elle doit agir, et vite. Elle ne peut pas abandonner le gamin sans courir le risque qu'il se précipite vers la voiture et soit repris par le dément. Son seul espoir, retrouver rapidement sa copine Josiane pour qu'elle lui vienne en aide. Il y avait du brouillard et il y avait du vent, alors j'ai quand même réussi à trouver Josiane, et je lui ai tout expliqué. Je lui ai dit, tu prends le gamin et puis tu vas prévenir les flics. Puis à un moment donné, dans les phares de la voiture, on voit une femme comme ça qui avance en courant, en tenant un gamin par la main qui avait un petit peu de mal à la suivre. Alors moi j'ai pensé tout de suite que le gamin il était emmené de force. Donc on les a arrêtés, on les a séparés, on a mis l'enfant dans la 4L à l'abri derrière, et puis on a interrogé la fille. Alors nous on la connaissait pas Josiane à ce moment-là parce qu'on était nouveaux. Et alors, elle avait du mal à respirer, elle nous racontait des tas de trucs qu'on avait vraiment du mal à suivre. Moi j'ai trouvé ça très bizarre et donc on les a emmenés pour les interroger. Quand j'ai vu qu'il commençait à mettre des menottes à Josiane, je suis devenu fou. En même temps, crier ça servait à rien, personne m'écoutait. J'étais un gosse et complètement paniqué.
Alors j'ai pris mon souffle et j'ai pensé très fort à ma sœur, à mes frères et à ma mère, qu'on avait laissé sur son lit, avec sa belle robe. J'ai fermé les yeux et je me suis répété plusieurs fois « Maman, aide-moi. Maman, aide-moi. » Le ton de la voix du gamin m'a complètement déconcerté. C'était une voix blanche, une espèce de terreur au fond de la gorge, et pourtant il n'y avait rien qui sortait, parce que le gamin il voulait pas montrer qu'il était terrorisé. Et je revois encore ses yeux là qui me fixaient comme ça. Enfin, le gendarme Lavergne prend au sérieux le récit de Simon. Pendant ce temps, Ninon, libre, n'a qu'une idée en tête, arrêter ce père désespéré prêt à sacrifier ses enfants. Elle se débarrasse de ses escarpins et court à perdre haleine en direction de la voiture. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai sorti le même baratin qu'aux autres. Et je lui ai dit, sans seul chérie, on veut un peu de compagnie. Enfin bon, les trucs que je sors d'habitude. Sauf que cette nuit-là, c'était une question de vie ou de mort. Alors j'ai réussi à m'asseoir devant. Et puis je lui ai sorti le grand jeu, quoi. Enfin, je l'ai excité un peu, quoi. Mais comme les gamins ils dormaient derrière, je pouvais m'exprimer. Et vous savez, j'ai du vocabulaire à revendre. Hein. Le type, il avait complètement perdu la tête. S'il n'y avait pas eu le courage de Ninon, de cette femme-là, c'est sûr que les gamins, ils y passaient. Hein. Ils n'étaient pas très loin de l'acheter. Non, c'est un vrai miracle. Rien à faire, hein. J'arrivais pas à détourner son attention. Alors il m'a pris par le bras, il m'a jeté de la voiture, et puis moi je suis revenue à l'attaque, parce qu'il fallait que j'aille du temps, vous comprenez? Et là je suis allée franchement, je lui ai dit, mais vous avez pas le droit de tuer vos enfants, ils ont rien fait. Et là, il est resté un petit peu étonné, et je lui ai expliqué qu'évidemment c'était Simon qui m'avait averti. Il a regardé dans la voiture, il a vu que Simon était pas là. Alors là il a poussé un cri de rage, il a foncé sur moi, il m'a étranglé. Et moi je lui ai dit, mais très calmement, vous voulez une victime de plus, hein, c'est ça? Et là, ça l'a troublé quand même. Hein. Mais bon, moi, j'avais peur qu'il remonte dans la voiture et qu'il redémarre. Moi, j'ai dit au gars de pas mettre la sirène et puis d'avancer doucement, même s'il y avait urgence. Et donc, quand on est arrivé en vue du véhicule, à ce moment-là, on a vu Ninon qui a été éjecté de la voiture et qui est tombé par terre. Et à ce moment-là, mon collègue a appuyé à fond sur l'accélérateur. Le type, évidemment, a voulu partir, mais nous, on l'a bloqué en faisant la tête à queue. Et puis là, c'était fini. Puis le gamin, quand il a vu son papa qui était emporté par les flics, qui gesticulait, qui hurlait, il est venu vers moi. Il m'a regardé avec ses petits yeux pleins de désespoir, et puis il m'a dit... Tu veux pas nous laisser tout seuls, hein? Excusez-moi, j'en pleure encore. Elle m'a dit qu'elle devait partir, mais qu'elle allait revenir bientôt. Je l'ai jamais revue. La dernière image que je garde d'elle, c'est sa silhouette qui court pieds nus sur le port et qui disparaît. C'est tout. J'ai bien essayé de changer de vie, d'avoir une vie un peu plus digne. Je m'étais même dit que je pourrais peut-être adopter le gamin. Vous savez, cette nuit-là, j'ai eu l'impression que ma vie, elle avait un sens. J'en ai oublié les déceptions, les humiliations, mais bon, rien n'a changé. Ça n'a pas marché. Et on change pas de vie comme ça, vous savez. J'ai eu des dettes, j'avais besoin d'argent, et puis moi, l'argent, je sais pas le gagner autrement. Alors, j'ai repris le travail. Qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Quand nous avons rencontré Simon, il distribuait bénévolement des repas chauds aux indigents sur les docks du port de Dieppe. Peut-être espérait-il de cette façon revoir sa bienfaitrice, revoir à nouveau, au hasard des rencontres, la femme au grand cœur qui les avait sauvés. Le miracle ne s'est pas produit de cette manière. Après nous avoir fait le récit de cette nuit poignante, c'est Ninon qui a décidé d'aller à la rencontre de Simon. Elle m'a téléphoné pour me dire que 7 ans après les faits, elle et Simon venaient de se retrouver. Quand je vous dis que certaines histoires vraies
dépasse de beaucoup la fiction.
I